Bonjour à toutes et à tous. Pardon pour le retard. On a eu un petit problème technique. C'est les aléas du direct. En tout cas, bienvenue dans cet événement. Bonjour Panthéa. Salut, merci de me recevoir. Merci à toi de te rendre disponible. Ce live intervient dans la semaine des live métiers qu'on appelle en coulisses chez Chance. Et c'est dans le cadre de la communauté Chance pour pouvoir faire accéder au plus grand nombre à l'information qu'on peut avoir sur des métiers. Donc, il y a plein d'experts qui viennent comme toi pour partager leur métier, leur parcours. Et voilà, merci beaucoup d'être là. Merci pour cette générosité, parce que c'est comme ça enfin, nous, chez Chance, c'est en ça qu'on croit, la générosité et le partage. Donc, avant de commencer, en général, on aime bien demander. Là, je vois qu'il y a déjà 17 participants, d'où chacun vient, d'où chacun nous écoute, voilà, d'où est-ce que vous venez. Et vous pouvez répondre dans le chat et n'hésitez pas à déjà poser toutes vos questions. Et Panthéa, toi, d'où tu viens et où tu es? Alors moi, je suis née à Nice, j'ai fait des études à Paris, j'ai vécu presque 14 ans, si je dis pas de bêtises, à Paris. Et puis, Covid oblige, j'habite maintenant depuis 2 ans à Bordeaux. À Bordeaux, mais waouh, c'est super. Ouais, on adore, on reviendra pas. Bien sûr. On ne reviendra pas, jamais. Je comprends. Donc, une niçoise à Bordeaux. Et ben moi, je suis à Paris, du coup, enfin à Aubonne, dans le 95, donc juste à côté de Paris. Et je vois qu'il y a des gens d'un peu partout, puisqu'il y en a de Paris, il y en a de Lyon, il y en a de Rennes qui nous écoutent. Donc, c'est super chouette. Et de Copenhague même, donc on en a de beaucoup. Génial. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier? Quel métier tu fais? Ça veut dire quoi, Design Product Leader? Dans quelle branche? Dans quelle entreprise? Voilà. Et quel est ton parcours? Yes, avec plaisir. Alors moi, c'est Panthéa, du coup, et ça va faire plus de 10 ans que je suis dans le design. J'ai de la chance, très jeune, à 15-16 ans au lycée, je veux devenir designer. En fait, c'est vraiment un luxe que j'ai remarqué à cet âge-là, de savoir ce qu'on a envie de faire. En tout cas, je ne savais pas précisément ce que je voulais faire, mais je savais que c'était dans cette branche-là parce que j'avais rencontré des gens qui dessinaient des voitures et des tables basses. Et à l'époque, je trouvais ça incroyable que le mec dessinait sur papier quelque chose et que finalement, ça allait se retrouver live chez une personne. Et donc, j'étais persuadée, j'avais fait une filière économique parce que bac général oblige, les parents, ça les rassurait. Mais voilà, je veux faire du design, je veux faire du design. Et donc, je m'embarque dans du design industriel avec un diplôme de designer industriel, c'est-à-dire que je suis spécialisée dans le produit physique réellement, hein, alors des tables, des luminaires, etc. Mais en fait, en 2010, c'est un peu l'avènement des produits digitaux. Alors, tu as l'iPad, tu as l'iPhone, les applications encore commencent à en parler. Tu as la table Microsoft Surface qui était une grosse dalle, etc. Et ça m'intéresse. Et du coup, je fais une spécialité en interaction homme-machine. Donc, il y a beaucoup de psychologie, d'ergonomie. Et en fait, je me rends compte que le produit physique et le produit digital a le même processus de création. Tu es face à un problème d'utilisateur ou un besoin. Et donc, il y a un processus où tu as des idées suite à des recherches utilisateurs, des interviews, tu vas tester tes idées, etc. Donc, le process est le même. Et en fait, très vite, je me fais mes stages dans le pôle, ce qu'on appelle IHM, Interaction Homme-Machine, dans une banque, Crédit Agricole. Et puis ensuite, où on voulait en fait enlever la barrière de l'ordinateur entre banquier et client. Et donc, on m'avait proposé de faire une app sur la table Microsoft Surface. Et on avait fait un prototype à Châtelet. C'était génial. Et ça, c'était mon premier stage réellement là-dedans. Ensuite, je suis partie à Amsterdam. Je voulais revenir dans le produit physique, mais avec de l'intelligence artificielle. Et là, j'ai créé une lampe alors on a créé une lampe, toujours, c'est pas le processus d'une seule personne, une lampe qui, selon les émotions des gens qui passaient en dessous, donc c'est un énorme lustre que j'avais pour le coup cousu main, ou selon les émotions, si tu passais vite, elle avait peur comme une fleur des animaux, enfin des oiseaux qui se referment. Et si tu passais gentiment, bah, ça venait jouer avec toi. Et puis, du coup, aujourd'hui, c'est exposé au musée Rijksmuseum à Amsterdam. Waouh.
Et après, je suis refait un stage chez Renault à Guyancourt, où là, j'avais participé à l'élaboration de le premier écran embarqué dans la Clio. Donc celui, vous voyez, où vous touchez pour mettre la radio, ben, le tout premier, j'étais dans la team pour faire ça. Donc c'était génial et c'est comme ça que je suis tombée dans le produit digital. Et après, je vais vous la faire très très courte, mais en fait, j'ai eu la chance de rentrer chez PayPal. Alors, en 2012, PayPal, pour la plupart des Français, c'est un bouton pour payer. Ouais, c'est vrai. Sauf qu'aux États-Unis, ben, on était sur des problématiques. Tu vas au restaurant, tu es une bande de copains, vous êtes 10. Comment tu fais pour payer avec PayPal tout en. Donc voilà, on a testé des trucs, il y a des notifications, on est allé voir les restaurateurs, etc. Et en fait, je suis passée 2 ans et demi là-bas et ça m'a vraiment forgé parce que le design en France à l'époque, c'était vraiment des graphistes. Et moi, ce n'était pas ni les études que j'ai fait, qui est plus de la psychologie, la recherche, le test, etc. Et on assimilait. Et à l'époque, il y avait beaucoup Valérie Damido qui disait ça va être design, ça va être design. J'étais là, mais non, on m'arroufle. Et non. Designer, to design, ça veut dire concevoir en fait. Et les gens l'utilisent comme c'est moderne. Donc, quand on dit quelque chose est design, c'est que c'est moderne, alors que ça ne veut pas dire ça du tout. Conçu, en fait, c'est juste conçu. Exactement, c'est pensé. Il y a un processus de conception en fait. Et en fait, on me propose d'aller vivre à San Francisco en ayant fait plein d'allers-retours parce que j'appartenais à l'équipe de San Francisco. Et l'amour a fait que je suis restée à Paris. Et j'ai bien fait. On est mariés, peut-être que certains l'ont vu passer, et on a un enfant. Donc, voilà. Donc, bonjour tout le monde. Oui. Et en fait, je suis rentrée chez La Fourchette, donc maintenant qui s'appelle The Fork, parce que ça appartient à Trip. Là-bas, je suis responsable du B2C. B2C, on n'est pas beaucoup. Et surtout, je suis responsable d'évangéliser la méthode, le processus de conception. On avait une immaturité encore du produit à l'époque, de ce que c'est réellement le milieu du produit, comment on conçoit des produits, etc. Et certains pensaient même que le designer, on leur donnait les idées, on leur disait, voilà, fais ton truc, rends ça joli, et puis voilà. Donc, mon but, c'est vraiment d'évangéliser, comment faire de la recherche, des interviews utilisateurs, etc. Vous cherchez des testeurs pour des restaurants, n'hésitez pas. Ouais. Non, je rigole. Ok, donc là, tu es chez La Fourchette de Fork, à Bordeaux, du coup. Non, du tout, je suis à Paris toujours. Ah, je suis à Paris, et en fait... Non, en fait, je suis chez La Fourchette à Paris à l'époque. Et après, moi, je vais continuer chez Blablacar. Ah. Et là, je m'occuperai je serai responsable de l'expérience des conducteurs, pour faire en sorte que leur expérience sur l'application et sur Blablacar, qui n'est pas qu'une expérience digitale, hein, c'est une expérience physique aussi. Donc, comment on fait pour que les gens aient confiance, que tout se passe bien sur l'application et en dehors de l'application? Et ensuite, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, on nous a demandé comment... il n'y avait plus de Blablacar. Hein. On nous a demandé comment on pourrait contrer le Covid. Et du coup, on a fait un hackathon. Pourquoi je raconte ça? Parce que c'est un tournant dans ma vie. Et en fait, je propose une idée qui est d'utiliser la communauté de Blablacar comme des gens, parce que ce sont des gens de confiance. Pour prendre un Blablacar, il faut avoir confiance sur la plateforme, mais aussi à la personne qui propose son covoiturage. Et en fait, je propose d'utiliser la communauté de Blablacar pour aider les gens à remplir le frigo des premières nécessités. Et on va appeler ce produit Blabla Help. Et en fait, Frédéric Mazella et Nicolas adorent le sujet. Ils me demandent de prendre le sujet à bras-le-corps. Il y a 40 personnes qui vont travailler avec moi et on va délivrer un produit dans toute l'Europe en 10 jours. Donc, je n'ai pas beaucoup dormi et ça va être un succès fou. Il y aura 60 000 personnes qui vont l'utiliser les 2 premiers jours. Ça va être dingue. Donc, les gens vont... Parce qu'autour de nous, on est rempli de... Enfin, on était à Paris, donc il y avait plein de gens qui utilisaient Blablacar. Donc, forcément, ton voisin allait potentiellement être sur Blablacar et pouvait se proposer en tant que helper, donc quelqu'un qui peut t'aider, à remplir ton frigo. Et en fait, c'est un succès de dingue.
Et toute l'Europe l'utilise. En 2 jours, on a 60 000 personnes qui l'utilisent. Et ça, c'est un tournant dans ma vie où je me dis, OK, je veux être dans une start-up. Je vais être dans une plus petite boîte. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des grosses boîtes. Je veux tenter l'expérience start-up. Et donc, je vais partir dans une start-up qui est à Los Angeles et qui me propose d'être n'importe où en France. Et là, qu'on déménagera à Bordeaux. Et en fait, la fin de l'argent facile, il y a une période où toutes les boîtes levaient facilement. Nous, on n'a pas pu faire ce qu'on appelle une série A pour continuer à lever des fonds pour continuer la boîte. Et en fait, je sentais venir que ça allait mal se passer vu la crise qui s'annonçait. Et en fait, Hopper, qui est une boîte américaine, aujourd'hui, Hopper, c'est un équivalent. Donc en France, c'est normal qu'on ne connaît pas. On n'est pas vraiment implanté sur le marché. On est ouvert, hein, vous pouvez télécharger l'app. Mais en fait, Hopper, c'est quand même le numéro 2. C'est le concurrent de Expedia ou un équivalent de Booking. Okay. Donc voilà, là-bas, je m'occupe de tout ce qui est en relation avec le paiement. Alors, les gens peuvent se penser que c'est seulement la partie où tu payes à la fin. Mais en fait, il y a plein de choses qui impactent le paiement. Comment on fait en sorte pour que tu puisses prévoir ton futur voyage, comment on peut faire en sorte de te fidéliser, mais aussi les choses basiques telles que comment on fait en sorte que lorsque tu veux payer, ça soit le plus facilement possible, qu'on te facilite les paiements, et ça peut aller jusqu'à avoir un profil où tu peux avoir ce qu'on appelle des money pots, c'est-à-dire des pots, tu crées des pots pour plus tard, pour pouvoir voyager, donc on te fait le meilleur combinaison hôtel, avion, etc. Donc, c'est un sujet très, très vaste, le paiement, et moi, je suis responsable de ça. Et chez Hopper, on est 1000 employés en full remote, donc full télétravail. Oh. Donc, moi, j'ai décidé de rester à Bordeaux. Bah oui, je comprends. Ok, donc là, actuellement, tu es chez Hopper, responsable de tout le pôle financement, enfin, en tout cas, et en full remote. Et oui. Ça te plaît? J'adore. Est-ce que tu peux nous partager une journée type? Qu'est-ce que tu as comme mission? Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire quoi être responsable de ce produit-là? Quelle est ta journée type? Oui. Alors, je suis en full remote, donc ça peut être très perturbant pour beaucoup de gens. Moi, dans ma vie, avant Covid, on était quand même en télétravail. Donc, j'ai toujours eu l'habitude. Puis quand j'étais chez PayPal en 2012, j'étais quand même en full remote depuis Paris pour une équipe qui était à San Francisco. Ouais. Donc, ça a toujours été… voilà, à l'époque, je faisais beaucoup de voyages Paris-San Francisco. Aujourd'hui, j'en fais moins parce qu'on se retrouve une fois tous les 4 mois, quelque part sur la planète. Donc, mon équipe… Et il y en a qui sont à Amsterdam, il y en a qui sont en Espagne, il y en a qui sont à Dubaï, d'autres qui sont en Amérique du Sud. Donc, il y a une problématique, entre guillemets, de time zone, c'est-à-dire de différents… J'essaie de parler français le plus possible. Le franglais est un… Moi, j'adore le franglais. C'est mon kiff total. Donc, mais pour nos auditeurs, ce serait bien de me parler français. Exactement. Donc, n'hésitez pas si c'est incompréhensible, certains mots. Donc, time zone différents fuseaux horaires. Les fuseaux horaires, merci. Ouais. Voilà. Différents fuseaux horaires. Donc, la boîte demande une extrême autonomie et seniorité. Malheureusement, ça ne fonctionne pas avec les juniors parce qu'il faut avoir un sens d'entrepreneur et de leadership énorme chez Hopper. D'ailleurs, chez Hopper, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai un titre de senior designer, mais j'ai pas de manager j'ai pas de head of design. C'est moi qui ai le head of design de tout ce qui est le paiement. C'est moi qui fais ce qu'on appelle une roadmap, c'est-à-dire je leur dis les 4 prochains mois, on va délivrer ça. On va faire ça. Je vais faire des recherches sur ce point-là. Et donc, pour revenir au sujet de qu'est-ce qu'une journée type pour moi. Alors, une journée type commence par mon rôle de maman. J'ai une petite fille de 6 ans qui est géniale. J'en ferai pas un exposé, promis. Mais mon rôle commence tout simplement à un rôle de milliers de mamans, à préparer le petit-déj à ma fille et l'emmener à l'école. Et ensuite, je prends ma casquette de femme employée. J'ai pas d'horaire. C'est aussi, ça va avec le package du full remote, qui n'est pas un full remote qu'on peut penser comme à travers un présentiel où on te dit entre 9h et 18h ou
entre 9h30, 10h, entre 10h et 18h, je veux que tu sois là. Moi, c'est plus full autonomie. On te demande d'être là pendant les réunions. Donc moi, souvent, tous mes matinées, je les ai bloquées dans mon agenda. Je ne veux pas de réunion. Je ne veux pas de réunion, je veux être focalisée à faire des démarches. Alors, c'est mon rôle aussi, puisque je ne manage personne, personne me manage aussi. Bah, du coup, je suis très ce qu'on appelle, en même temps, je dois penser de la stratégie et en même temps, je dois avoir les mains, ce qu'on appelle hands-on, c'est-à-dire les mains dans le cambouis à faire des maquettes, des prototypes, tester des choses. Donc, ça marche pas si t'es pas organisé en te disant, OK, le matin, on pense stratégie, j'organise ma journée, je pense vision, je partage mes doutes, je vais faire de la recherche parfois. Donc voilà, mes matinées ne me sont que dédiées à moi, à les 10 personnes dans ma tête, à aller aussi chercher de l'info chez mes collaborateurs, mais en aucun cas à faire des réunions. Voilà. L'après-midi se passe, on commence, comme on a beaucoup de gens aux États-Unis, ça passe par un daily stand-up, c'est-à-dire une réunion très très courte où chacun va dire voilà, sur quoi j'ai travaillé hier, sur quoi je pense travailler, quels sont mes blocages, de qui j'ai besoin pour me débloquer. Donc, c'est une réunion très, très courte qui se passe en début d'après-midi pour pouvoir aligner tous les fuseaux horaires. Et ensuite, j'ai des réunions stratégiques où je développe ma stratégie. Parfois, j'ai des réunions qui sont plus de l'ordre de la recherche utilisateur. Par exemple, je vais interviewer des gens qui ont, je te donne un exemple, ils ont l'application, ils ont essayé de réserver un avion, par exemple, et finalement, à la dernière étape de paiement, ils ont ce qu'on appelle killé l'app, donc ils ont fermé l'application, ils sont partis. Et donc ces gens-là, je vais aller les rechercher, par exemple, si ma problématique du jour, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens quittent l'app. On a un pourcentage de gens qui quittent l'app. Donc oui, il y a la partie data qui est énorme chez moi, donc ça se passe aussi ma matinée, d'analyser les datas, ce qu'on appelle les metrics, c'est-à-dire les conversions. Les conversions, c'est-à-dire combien de gens vont acheter chez nous. Par exemple, c'est une data une métrique qu'on va regarder. Combien de gens arrêtent l'expérience? À quel moment? Combien de gens reviennent sur l'année? Combien de fois ils achètent chez nous? Combien achètent un avion et un hôtel? Enfin voilà, plein de métriques qu'on regarde et on regarde là où on voudrait améliorer. Penser, ouais. Et donc, la recherche utilisateur, donc je vais interviewer par exemple cette personne qui a killé l'app et je vais lui dire, OK, pourquoi on va faire alors c'est toujours structuré avec des questions très ouvertes, c'est un peu un moment psy. Les gens aiment bien dire tout ce qui ne va pas et voilà. Et moi, je dois rester très, très neutre, évidemment, c'est mon rôle. Et à ce moment-là, c'est des heures qui sont dédommagées pour les utilisateurs. Souvent, c'est par des cartes Amazon ou même, on leur donne le choix. Ça peut être carte Amazon, du PayPal ou même sur Hopper, de l'argent sur Hopper, ce qu'on appelle du carrot cash. Hopper, c'est un petit lapin qui hop, donc qui saute. Donc, on a du carrot cash sur Hopper, si tu peux avoir dans ton... Donc, voilà. Donc, mon but, c'est de comprendre les problématiques, les utilisateurs. Puis là, j'émets des hypothèses. Hop, je vais designer des choses. Je vais le confronter à mon équipe, mes développeurs. J'ai une relation très, très forte avec eux où on se parle tous les jours, au moins une fois. Et puis, avec mon product manager aussi, qui est un peu chef de produit, qui va me dire, OK, là, ça, oui, ça, non, on a la bande passante pour le créer, etc. Et puis, je vais tester mes idées. Pareil, donc dès que j'ai des maquettes, des prototypes de mes maquettes, je vais les tester aux utilisateurs et ça se fait sur plein d'outils. Nous, chez nous, on a Maze, M-A-Z-E, pour tester nos idées. Et du coup, on récolte ce qu'on appelle des feedbacks, donc des retours d'utilisateurs, où on voit, finalement, mon idée, elle n'est pas si bonne que ça. Et ça, c'est OK. Plus de 90% des idées ne sont pas bonnes. Et ça, il faut être super humble. Parfois, on pense, et pense que c'est top, on a la solution. Et finalement, on se retrouve avec des retours utilisateurs qui ne sont pas aussi... unanime que ce qu'on pensait, et c'est génial, c'est ce qu'on recherche, c'est d'améliorer au maximum pour se rapprocher aux besoins de nos utilisateurs. Et donc, ce qui va réussir chez Booking ne va peut-être pas réussir chez Hopper, Airbnb, etc., etc. Et donc, ça, c'est une journée type. Après, il y a des réunions stratégiques où on parle de la stratégie, le retour, les finances de la boîte, les besoins, les problématiques, la vision à long terme, à court terme. Et puis, ma journée va se terminer à aller chercher ma fille à la garderie
Et on va se retrouver. Et là, j'éteins mon ordinateur pour avoir une vie de famille. Super, merci beaucoup. Dans tout ce que tu dis, alors il y a des questions, je vais les relayer juste après. Dans tout ce que tu dis, donc tu dis que c'est important. En fait, en gros, ce que je comprends, c'est qu'il faut un mindset d'entrepreneur finalement. En tout cas, dans ton poste chez Hopper, tu gères à la fois la stratégie, la vision, les réunions importantes, ce que tu peux faire pour améliorer, les user research. Moi aussi, je fais du franglais. Donc, les appels utilisateurs, etc. Donc, j'ai l'impression qu'il faut quand même être très organisé, structuré et avoir un état d'esprit d'entrepreneur. J'imagine que tu parles anglais couramment. Je parle qu'anglais dans mon boulot. Anglais. Et donc là, j'ai une question sur quelles sont les compétences clés pour ce genre de métier. Donc, à part cette organisation, cet état d'esprit d'entrepreneur, voilà, qu'est-ce qu'il faut d'autre comme compétences? Et l'anglais pour certaines boîtes, mais peut-être pas toutes. Qu'est-ce qu'il faut comme compétences pour être design product leader? Ouais, alors je veux juste faire un petit disclaimer, c'est-à-dire un petit attention. Ce que je vous raconte là, ça vaut vachement sur Hopper ou des boîtes vraiment américaines. Type Hopper, la gestion de l'organisation qu'on a, elle est très similaire à ce qui se passe chez Amazon, mais c'est pas ce qui se passe en France. En France, souvent, on a un VP, un head of, un lead, des seniors, des moins seniors et des stagiaires. Là, c'est très américanisé et il faut aimer ce mindset-là. Parce que, comme tu dis, il y a un côté très entrepreneur, il y a un côté leadership et il y a un côté, OK, il faut être hyper structuré. Sinon, tu pars en burn-out. En France, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai eu des positions de senior, mais pas de leadership. C'est vrai, comme tu as été chez Renault, chez des boîtes françaises, du coup, peut-être, qu'est-ce qui est en point commun entre les boîtes américaines et les boîtes françaises en termes de compétences clés pour ce métier? Tout à fait. Alors, je pense qu'il faut être intéressé par, si tu veux rentrer dans le product design, dans le produit digital, numérique, je ne sais même plus ce qu'on a le droit de dire, il faut aimer les nouvelles technos. Il faut s'intéresser à la technologie. Ça ne veut pas dire qu'il faut savoir coder. Moi, je ne sais pas coder, mais à force de parler avec mes développeurs, je connais leur langage, je connais certaines problématiques, et c'est bien d'avoir des notions. Il faut aimer régler des problèmes utilisateurs et avoir un recul sur le fait que les utilisateurs ne se ressemblent pas. Un marché français n'est pas le marché américain, vice-versa. Et dans ce marché français, tu as ce qu'on appelle des cohortes, c'est-à-dire des groupes de gens qui vont vachement utiliser ton produit, d'autres qui vont l'utiliser pour le hacker. Voilà, donc il faut vachement analyser. Donc il faut avoir un esprit de recherche réellement, et pas que parce que nous on est dans notre vie. On est vraiment capé, il y a un problème, je vais penser à la solution directement. Et en fait, il faut prendre un peu... Alors, c'est très bien de penser à la solution, il faut les marquer, il faut les tester, mais il faut surtout prendre du recul et se dire, OK, c'est quoi le problème qu'ils ont et c'est quoi le besoin qu'ils ont exactement. Et donc, ce que j'ai envie de dire, il faut être très organisé, il faut être méthodique, un œil graphique, oui, une sensibilité graphique, mais c'est pas un besoin numéro un. Les gens pensent que être designer, c'est forcément avoir une sensibilité graphique énorme. Non, être designer, c'est réellement avoir toute la phase de conception, de comprendre, de recherche, et après de maqueter et de tester les choses. Ça, c'est le numéro un, moi, je dirais. Ensuite, la phase, il faut avoir une sensibilité graphique. Aujourd'hui, dans toutes les boîtes, souvent, il y a ce qui est le branding, le UI qui est défini par ce qu'on appelle une boîte à... C'est pas qu'une boîte à outils, mais c'est une boîte à outils partagée entre développeurs et designers où le graphisme est presque déjà... Le graphique est déjà solutionné. Donc, c'est plus le numéro un, à part si tu veux être dans des toutes petites boîtes où là, il va falloir que tu penses au design system, à la marque, etc. Donc, en gros, ce que j'entends, c'est quand même hyper stratégique parce que tu as de la communication, de la création, de l'innovation, de la coopération et de l'organisation entre les différents, avec tes développeurs, avec peut-être voilà, tous ceux qui élaborent le produit, de la production, du développement, du management. Enfin, il y a un peu tout ça dans toutes ces compétences-là à avoir aujourd'hui quand tu es product design product. Ouais, product design, oui, et il faut être un peu, il faut aimer être créatif. Alors moi, je dis toujours la créativité. Il y a des gens qui disent moi, je suis pas du tout créatif. Moi, j'y crois pas du tout à ça.
parce que on est tous nés enfants, très créatifs, et que c'est un muscle que certains ont continué et d'autres ont abandonné. J'adore. Donc, J'adore le côté muscle, ça me parle vachement. Donc voilà, donc c'est pas si aujourd'hui vous vous sentez pas créatif, vous inquiétez pas. C'est comme quelqu'un qui dit bah moi je suis pas très sportif, mais j'ai envie de je sais pas n'importe quoi de m'affiner. Et ben il suffit qu'à toi d'avoir une rigueur et d'y arriver. Donc être créatif n'est pas un don, ça se travaille. Ça se travaille. Alors, il y a encore d'autres questions. Il y a pas mal de questions qui reviennent sur la formation. Est-ce que tu penses que ça peut être un métier de reconversion? Est-ce que les gens peuvent se reconvertir là-dedans? Ouais. Et quelle formation il faut, du coup, pour faire ce que tu fais? Tu conseillerais quoi comme type de formation? Alors, si vous sortez d'un bac, allez tout de suite dans des écoles de design. Okay. École de design. Genre ouais. Quoi, par exemple? Alors moi, j'affectionne particulièrement mon école. J'ai fait Strat il y a très longtemps et j'étais la première promotion interaction. Donc à l'époque, on découvrait ça avec ma promotion, mais aujourd'hui c'est presque banalisé l'interaction. Enfin, oui. On ne peut plus parler de design sans parler de design d'interaction, de design produit numérique. Il y a beaucoup d'autres écoles. Il y a celle à Nantes qui est très très bonne aussi. Okay. Il y a des pubs. Alors ça, je vous parlais là, elles sont privées, mais il y a du public. Il ne faut pas hésiter à y aller. Moi, je rêvais d'aller à l'ENSI. Je me suis pris un TGV quand je me suis fait refuser. Voilà, c'est comme ça, mais voilà, faut pas abandonner. Si vous êtes en reconversion, va falloir y aller. Moi, je dis toujours que les reconvertis sont des gens très courageux. Et moi, j'adore les gens qui se reconvertissent parce que ils ont un background professionnel. Et souvent, c'est des gens qui en veulent et qui veulent découvrir, qui sont très curieux. Lisez des livres. Oui. Et puis, le métier d'avant nourrit le métier de product design, puisque forcément… Complètement. Il n'y a pas de junior quand on est reconverti. Évidemment, vous allez recommencer, entre guillemets, en tant que premier taf de designer et que vous allez être pris pour peut-être vous allez être payé comme un junior au début, mais pour moi, c'est la taxe sur la première année. Mais en fait, vous n'êtes pas du tout junior pour moi. Vous êtes des professionnels qui avaient le sens professionnel. Pour moi, j'adore les gens qui se reconvertissent. J'ai une confiance aveugle, on va pas exagérer, mais j'ai pas peur quand les gens me donnent un CV de reconverti, en tout cas. Et donc, des formations, il y en a plein, avec des différentes approches. Il y a de Product Crew, comme j'aime beaucoup aussi, qui est une formation, voilà. J'ai envie de dire, la formation, c'est comme le diplôme. Il y a beaucoup de gens qui vont sortir de mon école et qui vont galérer. Le diplôme ne fait pas tout, le papier ne fait pas tout. À vous d'aller faire des contacts humains, de chercher des livres, de vous renseigner, de vous décrire. Voilà, il y a plein de choses à faire. Voilà. Tu disais lisez des livres, quoi comme style de livre? Alors, il y en a plein. Il y a… Alors, je vais donner des noms anglais parce que je dis vas-y, donne un ou deux noms anglais. Insanely Simple de… Insanely Simple, ok. Ouais. Tu as des livres de Marty Kagan qui sont normalement privilégiés aux product managers, mais en fait, pour moi, il faut avoir, quand on est product designer, il faut avoir un mindset stratégique produit. Donc, tout ce qui est Inspired de Marty Kagan, Loved, qui est plutôt du côté marketing. En fait, le designer, il faut qu'il ait différentes approches pour pouvoir délivrer un produit qui a… Ça ne veut pas dire qu'on va s'occuper du marketing, ça ne veut pas dire qu'on va être product manager, mais il faut avoir des notions parce que ton produit n'est pas que pour les utilisateurs, et c'est un produit qui appartient à une boîte qui a une stratégie marketing, qui a une stratégie produit, une vision. Alors moi, j'affectionne, en fait, je fais partie de ce qu'on appelle de la PayPal Mafia. En fait, c'est des gens qui ont vraiment changé ma vie, les gens de chez PayPal, parce que j'ai eu de la chance, il y a 10 ans, de commencer chez eux, et la maturité du design chez PayPal était énorme comparé en France. Et du coup, mon lead designer et mon head-off, Rémi Guyot et Tristan Charvilla, à l'époque, ils ont aujourd'hui ils ont écrit un livre qui s'appelle Discovery Discipline, qui est en français d'ailleurs. Vous n'hésitez pas à l'acheter. Moi,
ce qu'on appelle le framework, donc le process que j'utilise dans toutes mes boîtes. Voilà. Super. J'ai appris chez PayPal et chez Blablacar, la fourchette, et aujourd'hui chez Hopper, je l'utilise. Et c'est vraiment une pépite parce que il est facile à lire, et en fait, lire, c'est top, pratiquer. Il faut pratiquer et faire des habitudes, comme le sport. Bah, bien sûr, évidemment. Alors, encore 2 petites questions. Moi, j'en ai plein, mais en fait, je vais me concentrer sur ce qui est dans le chat. Ouais. Une fourchette de rémunération pour ton métier? Disons que moi, alors, je vais être transparente sur le salaire que j'ai eu. Ouais. J'ai commencé ma vie professionnelle à 22 ans à 35K. Okay. Aujourd'hui, je suis biaisée parce que voilà, j'ai fait entre 35 70K. Aujourd'hui, je suis biaisée parce que j'ai un salaire américain. Ouais. Donc j'explose tous les stats. Donc, c'est pas impossible de le faire, mais c'est pas la norme. C'est pas la norme du tout. Donc aujourd'hui, moi, j'ai un package à 6 chiffres. Mais voilà, disons que si vous êtes un VP, vous pouvez facilement faire 6 chiffres. Si vous êtes un head of entre 90 et plus, et un senior, aujourd'hui, largement, on attend 60, 70K. Ouais. OK. En tout cas, c'est les fourchettes que moi, j'ai vues dans mon expérience. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a des noms comme PayPal, Blablacar, etc. Donc, super. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit si ça peut aider, 7 ans d'expérience et je suis à 55K. C'est plutôt pas mal. C'est à peu près ça rentre dans ce que tu dis. Ouais. Et dernière question, est-ce qu'il faut privilégier le statut indépendant ou le salariat selon toi? Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. Je pense que c'est propre à chacun, ça. Moi, j'aime bien le salariat parce que malgré que je sois en full remote, j'ai une équipe, il y a une vision et je fais partie de cette vision-là. Je ne m'interdis pas un jour de devenir freelance. Je ne l'ai jamais fait, pour être honnête. Mais il y a toute la partie rechercher les clients, se vendre, etc. Je pense que j'arrive à me vendre lors d'entretiens d'embauche. Je n'ai jamais tenté le freelance. Je pense que ça dépend. Voilà, si vous aimez, j'ai envie de dire, si vous aimez changer de mission rapidement, etc., allez-y, allez dans le freelance. N'oubliez pas que ce qui est très important dans le freelance aussi, c'est de savoir se vendre, pouvoir vendre ses missions, se faire un réseau. Voilà, le freelance, c'est sympa, moi je dirais. Moi, je le dis toujours aux juniors, ceux qui sortent d'école, qui disent « Ah, moi, tout de suite, je trouve pas de boulot, donc je vais me mettre en freelance. » Non, je le conseille pas parce que je pense qu'il faut se confronter au marché, faut prendre de l'expérience. Ah, on a perdu quelqu'un. Et donc, je pense qu'il faut prendre de l'expérience avant de se mettre en freelance. Je pense qu'on a perdu quelqu'un. Ouais, tout à fait, l'animatrice. Est-ce que je peux répondre à quelques questions? Oui, voilà, indépendant et dans le salariat, franchement, c'est un choix personnel. Pardon. Ah, on t'excuse, mais t'es reparti. C'est pour ça que ça nous déconnecte, on doit rendre l'antenne. Ah, ok, pas de problème. Pas de problème. Merci pour tout. Et si tu as un dernier conseil? Le design, c'est un métier passionnant. Donc, c'est pas, voilà, faut avoir une sorte de petite vocation. Ouais. Et après, ça se travaille. Ok. C'est pas inné. Donc, merci voilà. Panthéa, merci pour tout. Et il faut que je rende l'antenne tout de suite, mais merci, c'était passionnant. Avec plaisir. À très vite. Salut. Salut.